je disais que la CRIEF est une juridiction qui a été créée à la suite des événements du 5 septembre, donc du coup d'État qui a été perpétré le 5 septembre. Elle a été mise en place effectivement pour, dit-on, lutter contre la corruption, le détournement de deniers publics et plusieurs autres infractions. Elle a été créée suivant l'ordonnance numéro 007 et puis amendée. Cette ordonnance a été amendée par une autre ordonnance qui est 008. Cette ordonnance fixe les compétences de cette juridiction, notamment sur les questions relativement au détournement de deniers publics, toutes les infractions qui peuvent être commises dans le secteur public au préjudice de l'État. Mais évidemment, il y a d'autres infractions qui sont poursuivies aujourd'hui devant ces juridictions. Il y a quand même une certaine interprétation que souvent certains font et qui fait que d'autres infractions qui sont poursuivies, notamment la question d'abus de confiance, mais la question reste posée. Dans tous les cas, cette loi, donc cette ordonnance qui a créé la CRIEF, fixe quand même un certain nombre de principes. Les dispositions de l'ordonnance sont dérogatoires aux dispositions, bien entendu, du droit commun, mais il est précisé quand même dans cette ordonnance que la procédure devant la CRIEF se fait conformément au code de procédure pénale. Ce qui signifie que la procédure qui se passe devant le tribunal de première instance, donc les tribunaux de première instance ont les mêmes procédures devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Alors, les poursuites, en fait, sont déclenchées par le parquet spécial. Donc, il y a un parquet spécial qui a une compétence nationale et qui est l'autorité, en fait, de poursuite devant cette juridiction. Donc, les poursuites peuvent être initiées par le parquet. Vous savez, en matière de procédure pénale, la juridiction de jugement ou les juridictions d'instruction peuvent être saisies de plusieurs manières. Ça peut se faire sur la base, par exemple, d'une dénonciation qu'on fait au parquet, à la suite de laquelle dénonciation, le parquet, si vous voulez, a des options qu'il a à sa disposition. S'il il estime que les faits sont évidents, les faits sont clairs, et qu'on n'a pas besoin d'une instruction ou d'une enquête particulière, le parquet peut soit prendre le dossier en flagrant délit, ou soit, si vous voulez, prendre le dossier en citation directe. C'est dans le cas du flagrant délit que le parquet peut placer, par exemple, quelqu'un sous mandat de dépôt en attendant qu'il soit présenté à un juge de jugement. C'est ce que le procureur spécial a essayé de faire, bien entendu, dans le dossier Kassouri Fofana de Dr Mohamed Diané. Il a opté pour la procédure de flagrant délit en plaçant les intéressés en détention, et lorsqu'il a estimé, selon lui, que les conditions d'un procès n'étaient pas réunies ou qu'il ne réunissait pas suffisamment d'éléments, il a décidé d'orienter le dossier devant un juge d'instruction. Alors, si le parquet estime que le dossier est complexe et qu'il faille mener des investigations particulières pour approfondir les enquêtes, c'est en ce moment que le parquet décide d'orienter le dossier à l'information judiciaire. Parce que la Cour de répression des infractions économiques et financières, c'est une cour, mais qui obéit au principe du double degré de juridiction. Ça veut dire qu'en première instance, vous avez la chambre de l'instruction qui est saisie en première position, et en appel, vous avez la chambre spéciale de contrôle de l'instruction qui reçoit des appels interjetés contre les décisions prises par les juges de la chambre d'instruction. Donc le parquet peut saisir la chambre d'instruction pour ouvrir une information judiciaire. À la suite de cela, les individus qui ont été cités dans son réquisitoire introductif sont présentés au juge et qui va ouvrir l'information judiciaire. Donc il peut arriver également que les parties elles-mêmes, les parties civiles, donc les personnes qui se sentent victimes d'une infraction puissent passer par la voie de la citation directe. Cette fois-ci, c'est un huissier de justice à travers lequel les parties civiles citent directement, non pas devant le juge d'instruction, mais devant la chambre de jugement, qui est aussi une formation de la CRIEF. Donc, si je veux parler d'organisation, à la CRIEF, vous avez l'instruction, où il y a la chambre de l'instruction, en première instance. En appel, vous avez la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Au niveau du jugement, donc le fond, vous avez la chambre de jugement qui correspond
aux tribunaux de première instance, et vous avez la chambre des appels qui correspond aux cours d'appel et qui examine les décisions qui sont des appels interjetés contre les juridictions, les décisions rendues par la chambre de jugement, et à côté vous avez un parquet spécial. Alors, la chambre de l'instruction et de contrôle de l'instruction, comment elle fonctionne? Comment elle fonctionne? Ensuite, il y a la chambre de jugement et d'appel, un truc comme ça. Comment ça fonctionne concrètement? Merci pour la question. Je commence par saluer mon frère, Maître Almami, qui est présent ici sur le plateau. En effet, l'organisation de la CRIEF est trilogique et fonctionnelle. Trilogique en ce sens que nous avons le siège, nous avons le parquet et il y a le greffe. Et comme il l'a si bien expliqué, le siège est composé de 4 structures. Il y a les 2 chambres d'instruction et il y a les 2 chambres de jugement. Et les 2 chambres d'instruction sont organisées comment? Il y a une chambre qui instruit, il y a une autre chambre qui contrôle l'instruction qui a été faite en amont. Ouais? Donc c'est la chambre spéciale de contrôle. Ce sont les 2 chambres d'instruction. Okay, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Tout à fait. Okay. De l'autre côté, les 2 chambres de jugement, il l'a bien expliqué. La première chambre est une chambre de première instance. Elle rend un jugement. De l'autre côté, la deuxième chambre est une chambre d'appel. C'est pourquoi on dit que la CRIEF est une juridiction qui est compétente au premier et au second degré. Disons au deuxième degré. Au premier degré, instance, deuxième degré, il y a la possibilité d'interjeter appel au sein de la CRIEF. Donc, en ce qui concerne le siège, voilà sa physionomie. Maintenant, le parquet. Le parquet est composé d'un procureur spécial et de ses substituts. Donc, il n'est pas seul, il est assisté par d'autres personnes. Et cela est valable aussi pour le greffe. Le greffe, il y a un greffe en chef et puis à ses côtés, il y a des assistants qui l'accompagnent dans son travail. Donc ça, c'est la physionomie de l'organigramme de la CRIEF. Mais il faut savoir que les acteurs qui interviennent dans une procédure enclenchée devant la CRIEF, ces acteurs-là sont très nombreux. Il y a d'abord, bien sûr, tout ce que je viens de dire là comme organe au sein de la CRIEF, le procureur, il y a les juges d'instruction, il y a les juges qui se prononcent sur le fond des affaires. De l'autre côté, il y a les avocats, de part et d'autre. Il y a des avocats des prévenus et il y a des avocats aussi de la partie civile. Ces avocats-là aussi sont des acteurs, sont partie prenante aux différentes procédures. Donc voilà comment les choses fonctionnent. La précision que je voulais apporter, c'est que ici la partie civile est essentiellement, sauf erreur de ma part, mais mon confrère est là pour rectifier, c'est l'État. C'est l'État qui est partie civile. Parce que l'État pense que certains de ses deniers, de ses biens ont été détournés et du coup ces personnes-là, des poursuites méritent d'être engagées contre elles afin que l'État puisse récupérer son dû. D'accord. Donc c'est cette précision que je voulais ajouter. Alors c'est sur cette précision qu'on va aller à la pause et on revient sous peu. De retour dans ce studio et sur ce plateau, merci de préférer Dioma Média, le plus grand média d'Afrique de l'Ouest. Et ce soir, on fait un focus sur la question de la CRIEF. Comment elle fonctionne, comment les procédures se déroulent, pendant combien de temps elle peut poursuivre un dossier. Alors, nous étions avec les invités qui sont dans ce studio, Dr Sila Abdoulaye qui est enseignant-chercheur, mais également Dr Almami Samori. Non, je ne suis pas docteur. Oh, maître plutôt, que dis-je, Maître Almami Samori Traoré qui est avocat au barreau de Guinée. Alors, maître, vous devriez avoir la parole pour une réaction sur ce que le docteur a dit. Est-ce que l'État, justement, est la seule partie civile dans les dossiers au niveau de la CRIEF? En pratique, non. Mais et également dans le texte, également non.
Je vous dis pourquoi. Dans la pratique, vous avez des procédures là-bas dont les parties civiles sont effectivement des personnes privées qui n'ont rien à voir avec l'État. Dans les textes également, il faut rappeler qu'il y a des infractions qui sont effectivement dont les particuliers sont les seules victimes et bien entendu. Par exemple, quand vous prenez l'ordonnance sur la CRIEF, il est dit que les infractions commises ou les infractions qui sont définies dans l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales relèvent de la compétence de la CRIEF. Alors, quand on dit les infractions définies par ce droit, vous avez par exemple l'abus des biens sociaux. L'abus des biens sociaux est une infraction commise par un dirigeant de société commerciale au préjudice de la société qu'il dirige. Par exemple, lorsque le dirigeant, ça peut être un gérant, ça peut être le PDG, ça peut être le DG qui détourne par exemple l'argent ou des biens qui appartiennent à la société, on qualifie ça d'abus des biens sociaux. Ou par exemple le dirigeant, si vous voulez, utilise la société pour garantir par exemple des prêts que lui-même a contractés personnellement. En droit des sociétés, on appelle ça des conventions interdites et qui sont qualifiées en droit pénal d'abus de crédit ou d'abus de biens sociaux de la société. Donc ce sont des infractions. Seule une société commerciale peut être victime. Alors les sociétés commerciales, il y a deux catégories. Il y a des sociétés commerciales effectivement dont les capitaux sont détenus par l'État. Vous avez des entreprises comme par exemple l'OGP qui a la forme de SA, qui peut être victime d'abus de biens sociaux. Bien entendu, l'État a un intérêt. Mais vous avez d'autres sociétés dont les capitaux n'ont absolument rien à voir avec l'État et qui ne reçoivent aucun concours financier de l'État. Ces sociétés également peuvent faire l'objet d'abus de biens sociaux. Donc si tel est le cas et que le montant en jeu est d'un montant d'1 milliard de francs guinéens, effectivement, ces personnes-là ont la possibilité de faire recours à la compétence de la CRIEF. Voilà, donc textuellement, c'est ce qui apparaît dans la loi. Alors, vous allez revenir, docteur Sylla, rassurez-vous, mais je veux rester avec vous, maître Almami Samori. Dites-nous, puisque la CRIEF est une cour spéciale, est-ce qu'il y a des compétences spécifiques à avoir pour être juge au niveau de la CRIEF, mais également pour être procureur? Parce qu'on parle de cour spéciale. Est-ce que ceux qui ont la charge d'animer cette cour-là doivent avoir des compétences spécifiques? Alors, textuellement, non. Okay. Textuellement, au niveau des textes. Textuellement, non. Les règles qui gouvernent la CRIEF ne précisent pas quelles compétences particulières un magistrat doit avoir pour effectivement siéger dans cette juridiction. Mais sur un plan pratique, sur une question d'opportunité et d'efficacité du fonctionnement de la juridiction, il est bien nécessaire que ceux qui doivent animer cette juridiction, à savoir au niveau du parquet et au niveau par exemple de l'instruction, doivent avoir une compétence particulière. Je vais un exemple très simple. En matière d'enquête financière, et je crois que ça a été une erreur vraiment au niveau de la CRIEF, en matière d'enquête financière, on ne met pas l'accent sur par exemple la détention. Pourquoi ? Lorsque vous poursuivez, par exemple, un présumé criminel économique, effectivement, si vous le placez en détention, il va se méfier. Il va arrêter toute transaction. Mais la loi vous donne la possibilité de prendre certaines mesures. C'est pourquoi, par exemple, la loi anticorruption prévoit en son article 110 que le juge d'instruction peut, à toute étape de la procédure, prendre des mesures conservatoires sur les biens de l'inculpé, de la personne poursuivie. Là, on ne précise pas. C'est-à-dire que même si tu n'es pas inculpé, le juge a la possibilité, en visant cette disposition, de prendre des mesures conservatoires, notamment, par exemple, la saisie conservatoire des biens de la personne. Donc, ça, ce sont des mesures, effectivement, que vous pouvez entreprendre. Mais si vous le mettez en détention, effectivement, il va se méfier et il ne va pas continuer à faire des transactions qui vous permettront éventuellement de voir les traces de la transaction. Donc, quand on a une idée, quand on a une formation spécifique sur ce type d'enquête financière, effectivement, on va se méfier, prendre des mesures pour éviter cela. Et c'est d'autant plus une erreur stratégique que
il y a une communication un jour que le procureur spécial a faite en disant que les délais de détention dans le code de procédure pénale sont très, très courts. Parce que ça peut aller jusqu'à 12 mois en matière de détention préventive. Surtout s'il s'agit par exemple si la personne est poursuivie pour détournement de deniers publics, la loi dit que la détention peut aller jusqu'à 12 mois. Le procureur a estimé que c'est petit. Parce que dans son entendement, il faut systématiquement placer les gens en détention provisoire. Alors que la réalité, on dit répression des infractions économiques et financières. Alors après, on peut effectivement mettre la personne, par exemple, sous contrôle judiciaire, lui permettant de se présenter, être à la disposition de la justice. Quelqu'un qui a des biens, lorsque vous saisissez ces biens, vous n'avez pas besoin de l'amener en prison. Vous pouvez gérer la procédure. Donc ça, c'est quelque chose, une idée, par exemple, qui doit être vraiment... Je pense que dans la réforme de la CRIEF, il faut en tenir compte. À part ça, vous avez les infractions qui sont poursuivies sont des infractions qui sont extrêmement, si vous voulez, spécifiques et qui demandent quand même une compétence particulière. Des infractions, par exemple, comme, si vous voulez, l'enrichissement illicite, c'est une infraction que lorsque le parquet poursuit, parce que souvent les gens disent qu'en matière d'enrichissement illicite, c'est la personne poursuivie qui doit prouver l'origine licite de sa fortune. Okay. Mais en pratique, comment ça se passe? Pour demander à quelqu'un de justifier une fortune, faut-il d'abord que vous, qui êtes poursuivant, que vous puissiez déterminer le quantum? Ou au moins de savoir, il a combien d'immeubles, il a combien de véhicules, ainsi de suite. Donc, vous devez évaluer d'abord son enquête, son patrimoine, et le législateur impose que le parquet, par exemple, puisse adresser une mise en demeure à la personne qui doit justifier dans un délai bien déterminé. C'est à la suite de ça, maintenant, que la personne doit pouvoir justifier. Si elle ne justifie pas, le parquet peut déclencher la poursuite. Donc, de mon point de vue, il y a vraiment des compétences qu'il faut avoir pour siéger dans cette juridiction. Qui n'existent pas aujourd'hui. Alors, je ne dis pas ça. Non, dans les textes, je dis qu'il n'y a pas de compétences spécifiques dans les textes. Non, ça n'existe pas dans les textes, mais je pense que les autorités de nomination peuvent en tenir compte. On n'a pas besoin forcément de dans le texte. Aujourd'hui, ça n'existe pas dans les textes. Non. C'est ce que je dis. Alors, docteur Sylla, vous qui avez fait finance publique, est-ce que vous comprenez que pour une cours aussi spécial qu'il n'y ait pas, on ne mette pas l'accent justement sur des compétences spécifiques qu'il faut avoir en termes d'économie, en termes de microfinance, en termes de statistiques, de fiscalité, etc. pour être coopté au sein de cette cour spéciale. Merci pour la question. Il faut préciser que la CRIEF joue le rôle d'un juge financier. Un juge financier parce que la CRIEF a quasiment les mêmes compétences que la Cour des comptes. Voilà, sauf que la Cour des comptes se prononce sur des montants qui partent de 1 franc à 1 milliard. Voyez? Alors que la compétence rationnée matérielle de la CRIEF, c'est des montants qui sont au-delà du milliard. Voyez? Donc quasiment, c'est les choses sont réparties entre la CRIEF et la Cour des comptes. C'est le prolongement de la Cour des comptes, d'une certaine façon. Mais quand vous prenez les critères ou les exigences qui concernent les magistrats de la Cour des comptes, vous comprendrez que ce sont des juges financiers. Quand la Cour des comptes exerce sa compétence juridictionnelle, elle se comporte en juge financier. Raison pour laquelle, lors des concours qui sont organisés pour recruter des magistrats au sein de la Cour des comptes, il y a des questions d'économie, il y a des questions en rapport avec la comptabilité, il y a des questions en rapport avec les finances publiques. Tout ça là pour se rassurer que les personnes qui intègrent cette juridiction ont quand même des notions de base ou maîtrisent les enjeux du travail qui les attend. Donc cela devrait être la même chose devant en tout cas la CRIEF. Mais comme je vous le dis souvent, la CRIEF est une juridiction spéciale qui a été créée dans un contexte particulier. Je ne sais pas si lors des nominations, l'exécutif avait tenu compte de ces éléments-là ou pas. Mais si on arrive à avoir des personnes quand même qui maîtrisent les enjeux du dossier, du travail qui les attend, elles seraient encore plus efficaces dans le travail. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, pour revenir au fait de savoir si l'État est
essentiellement la seule partie civile devant la CRIEF, il faut préciser que la CRIEF peut poursuivre des infractions commises dans le secteur public, tout comme dans le secteur privé. Mais comment? Vous savez, l'État peut subventionner des entreprises privées, des entreprises commerciales. L'État peut créer des SPIC, des services publics industriels et commerciaux. Tout ça, là, c'est privé. L'État peut créer même des entreprises publiques, voilà, ou des entreprises mixtes. C'est à travers ces brèches-là que le privé se retrouve devant la CRIEF. Mais dans tous les cas, ce que moi je voulais mettre en exergue, c'est qu'il faut un lien avec les finances publiques. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un lien avec les deniers publics. Donc, partout où les deniers publics rentrent, la CRIEF, si ça dépasse le milliard, si la CRIEF pense qu'il y a eu des détournements, elle peut poursuivre. Mais une entreprise ou des entreprises exclusivement privées, quand par exemple un travailleur d'une entreprise privée détourne 1 milliard au sein de l'entreprise ou 2 milliards, je pense que cette entreprise-là doit s'orienter devant les juridictions ordinaires, pas devant la CRIEF. Et pour ce faire, il y a le tribunal du commerce, il y a les tribunaux de première instance, sinon la CRIEF ne va pas s'en sortir. Si toutes les affaires privées et toutes les affaires concernant les subventions, les deniers publics et autres là, doivent se retrouver devant elle, à mon sens. En tout cas, c'est l'interprétation implicite que je fais de la chose, elle ne va pas s'en sortir. Il n'est pas d'accord. Réaction rapidement, Maître Almami, avant qu'on ne passe à autre chose. Non, ça, ce n'est pas mon avis. D'accord. Quel est votre avis? Ce n'est pas mon avis pour 2 raisons. Ça ne ressort pas du texte. D'accord. Deuxièmement, même si cela a semblé peut-être l'esprit de ceux qui ont fait le texte, mais cet esprit-là n'a pas été matérialisé dans le texte. Qu'est-ce qui a été matérialisé dans le texte? Quand vous prenez l'article 5 de l'ordonnance qui fixe la CRIEF, qui organise la CRIEF, on dit les infractions, la répression des infractions à caractère économique ou financier suivantes est attribuée à la CRIEF, dont le montant est égal ou supérieur à 1 milliard de francs guinéens. Parmi ces infractions, on cite, je prends par exemple le point 7, on dit les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égale ou supérieure à 1 milliard de francs guinéens. Le législateur ne précise pas des vols, abus de confiance et autres au préjudice de l'État. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous prenez l'article 6, on dit également, sont également de la compétence de la CRIEF, les infractions ci-après. On dit les infractions définies par l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales. Alors, le législateur n'a pas précisé est-ce que ce sont des entreprises, des établissements publics qui ont la forme, par exemple, commerciale, donc SA, qui sont concernés? Non, on n'a pas distingué. Et il faut éviter, de mon point de vue, à distinguer là où la loi n'a pas distingué. Lorsqu'une entreprise a été victime d'abus des biens sociaux, et bien entendu, elle peut bel et bien saisir la CRIEF, sur la base de cette disposition de la CRIEF. Alors, deux mots simplement. Rapidement, parce qu'on est vraiment talonné par en matière d'interprétation, il y a des lege lata. Lorsqu'on se réfère à la lettre du texte de la loi, il y a de lege ferenda. Lorsqu'on se réfère à l'esprit, parfois on peut aller jusqu'à se référer au contexte pour avoir une interprétation lucide de la chose. Mais par exemple, moi j'ai un dossier où les enjeux vont au-delà du milliard. Ce dossier-là, c'est entre 2 particuliers, c'est privé, exclusivement privé. C'est devant un tribunal de première instance que je vais m'orienter. Je ne vais pas devant la CRIEF par rapport à ça. Donc c'est pourquoi je dis, quand c'est exclusivement privé, c'est devant la juridiction ordinaire. C'est ma position. Mais quand ça a un lien avec les deniers publics, avec les finances publiques, voilà, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, à mon sens, la CRIEF est compétente pour connaître de l'affaire. Ce sur quoi vous êtes d'accord, c'est que vous ne serez pas d'accord sur cette question. On va passer. Alors, Maître Almami, l'autre chose, c'est il faut combien de durée combien de temps pour un crime économique pour que la CRIEF ne puisse plus poursuivre le dossier? Est-ce qu'il y a une prescription dans le travail de la CRIEF par rapport au crime économique? Alors, sur la question, je crois que quand la CRIEF a été instituée, la question avait été posée, il y avait 2 problématiques qui avaient été posées. La première problématique, c'était la prescription, et la deuxième, c'était les questions des immunités juridictionnelles.
Et je crois que les autorités l'ont vite compris et ils ont amendé l'ordonnance qui a créé la CRIEF en prenant l'ordonnance numéro 008. Cette ordonnance a relevé deux choses. Normalement, d'abord, ils ont supprimé les questions de privilèges de juridiction. Ça veut dire que les ministres peuvent comparaître désormais devant la CRIEF sans qu'on ne puisse opposer à cette juridiction l'immunité juridictionnelle. Et la deuxième chose, c'est la question de prescription. Il est clairement dit dans, je crois, l'article 4 de l'ordonnance qui amende celle de 00 qui crée la CRIEF. Il est clairement dit que les infractions qui sont poursuivies devant la CRIEF sont imprescriptibles. Ce qui signifie, et le texte le dit clairement, que la CRIEF peut connaître des infractions qui ont été commises antérieurement à son entrée en vigueur. Ce qui, personnellement, m'a dérangé pour deux raisons fondamentales. La première, d'abord sur la question de la prescription, c'est vrai que la Constitution de 2010 disait clairement que les crimes économiques sont imprescriptibles, cette imprescriptibilité des crimes a été confirmée dans la loi anticorruption en 2017. Mais la question que je pose, c'est qu'avant que la Constitution de 2010 n'entre en vigueur, il se peut qu'il y ait des infractions qui ont été commises, par exemple, en 2000, en 90, en 1970. Voilà, et tout ça. Et avant 2010, que ces infractions soient prescrites. Alors, si ces faits sont déjà prescrits, est-ce qu'on peut, au nom d'un principe d'imprescriptibilité de loi, faire rétroagir la loi? Parce que la question de l'acte de l'ordonnance de la CRIEF fait entorche au principe de la non-rétroactivité de la loi, qui est un principe quand même protecteur des droits, des libertés individuelles. Si vous avez commis une infraction qui est prescrite, par exemple, et qu'on prend une loi pour dire que non, ce droit acquis là, on le remet en cause. C'est pourquoi ma position sur cette disposition de la loi, de l'ordonnance sur la CRIEF est très claire. Pour moi, une infraction prescrite avant 2010, qui était la Constitution de 2010, qui était le seul texte qui prévoit l'imprescriptibilité des crimes et qui ne comportait pas une disposition rétroactive, parce qu'il n'était pas dit que la Constitution de 2010 pouvait rétroagir. Et je pense qu'avant 2010, les infractions qui ont été prescrites ne peuvent plus être poursuivies par la CRIEF. Mais à part ça, toutes les infractions qui vont être commises ou qui ont été commises avant après 2010 ou qui n'étaient pas prescrites avant 2010, pour moi, peuvent être poursuivies par la CRIEF. Alors, docteur Sylla, c'est la question que je veux vous poser, c'est le rapport. Quel est le rapport qui existe entre les juges et le procureur de la CRIEF et ses substituts? Je vais commencer par répondre à votre question avant de compléter quelque chose sur ce que mon collègue a dit. En effet, devant les juridictions, grosso modo, on a deux catégories de magistrats. Nous avons les magistrats du siège ou les magistrats assis. Ce sont les juges, ceux qui se prononcent sur le fond. Eux, ils prennent la parole en position debout. Vous voyez, ce sont les magistrats assis. Je dis, ils prennent la parole en position assise, j'allais dire. En position assise, les juges. Maintenant, à côté, il y a des magistrats debout qui prennent la parole en position debout. Ça, ce sont les procureurs, par exemple. Vous voyez, ils ne prennent pas la parole quand ils sont assis, mais en prenant la parole, ils se tiennent debout pour dire ce qu'ils veulent dire. Ce sont les deux catégories de magistrats. Maintenant, les deux là ne sont pas soumis au même régime juridique. Voilà, le parquet relève du ministère public. Mon confrère est là pour amender si je... Donc, le parquet relève du ministère public, alors que les magistrats assis sont régis par un statut spécial. Donc, le rapport entre les deux, c'est que, en principe, le juge, celui qui se prononce sur le fond, il est indépendant. Il doit être impartial. Disons, il y a un ensemble de principes qui le régissent et il doit respecter ces principes-là. C'est pourquoi, même si le parquet a son bureau dans la même juridiction qu'un magistrat assis, donc un juge qui se prononce sur le fond des affaires, cela ne veut pas dire qu'il doit se laisser influencer par le procureur ou par les magistrats du parquet. En principe, il est indépendant. Donc, c'est ça le rapport qui existe entre les deux.
Maintenant, la délicatesse de la rétroactivité de la loi. Vous savez, on a érigé un certain nombre d'infractions en des crimes qui peuvent être poursuivis à tout moment. Et le fait qu'on va à l'encontre du principe de la non-rétroactivité de la loi, ça cause un autre problème. Lequel? Parce que, par exemple, la question de la compétence rationnelle temporis de la juridiction en question, ça va rétroagir, mais jusqu'à quand? Est-ce que, par exemple, la CRIEF peut juger des infractions commises au temps du régime d'Alpha Condé, au temps du régime de Lansana Conté, et même des infractions qui n'avaient pas été jugées au temps du premier régime, Sékou Touré? Ça ferait assez de boulot si on réveille tous ces dossiers-là. Donc ça, je ne dis pas de ne pas le faire, hein, mais je dis simplement que le travail... Vous parlez de la faisabilité. C'est ça. Le travail pourrait être énormissime et c'est la délicatesse, c'est pas seulement propre en Guinée. Dans tous les pays où on a essayé de faire des exceptions au principe de la non-rétroactivité, ça cause toujours ces genres de problèmes. Dans ce cas, la loi va rétroagir, mais elle va rétroagir jusqu'à quand? Vous voyez, ça c'est un problème que ces genres de textes sont confrontés dans leur mise en œuvre. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, docteur, on a parlé ici des juges, mais aussi du procureur au niveau de la CRIEF et ses substituts. Sauf que on a l'impression, je ne sais pas si c'est ce que les textes disent, qu'au niveau de chaque niveau de jugement, il y a le même procureur au niveau de la CRIEF, plus ses substituts. Alors que dans les tribunaux de droit commun, c'est différent. Est-ce que c'est comme ça et pourquoi? Non, à la CRIEF, il y a un dédoublement fonctionnel au niveau du parquet. Quand vous dites dédoublement fonctionnel, oui, ça veut dire je veux quoi? simplement dire que le procureur spécial, le parquet spécial qui est animé par le procureur spécial, qui est prévu à l'article 16 de l'ordonnance qui crée la CRIEF, et confère en fait une double compétence ou une double casquette au procureur spécial. C'est-à-dire qu'il est à la fois procureur de la République, donc lorsque les affaires sont pendantes devant la chambre de l'instruction et la chambre de jugement. Voilà, il joue ce rôle-là. Et il joue également le rôle de procureur de la général, effectivement, lorsque les affaires sont pendantes devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction et devant la chambre des appels. Et il y a la chambre des appels, effectivement. Alors, il y a un problème qui se pose dans le cas de fonctionnement. C'est pourquoi vous retrouvez la même personne, un appel, en instance et partout. Et ça pose un problème pratique qui se pose, ce qui n'est pas le cas. Parce que vous avez la même personne qui apprécie les faits ou, si vous voulez, les décisions qui ont été rendues en première instance, et qui va être la même personne qui va apprécier, qui va, si vous voulez, requérir devant les juges au niveau de l'appel. Ça fait que vous avez parfois un problème d'objectivité quant à la réaction. Vous savez, quand vous perdez et vous venez encore d'un autre côté, vous faites la même chose. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire en première instance? Comment vous allez le faire en appel alors que c'est vous qui êtes le poursuivant? Donc il y a quand même cette difficulté. J'avais entendu le ministre dire qu'il porte une réforme qui va consister à faire en sorte qu'il y ait deux parquets, un parquet spécial et un parquet national et financier. On verra ce que ça va donner, mais pratiquement ça pose quand même un véritable problème parce qu'il n'y a pas d'objectivité dans les choix stratégiques et même en ce qui concerne les recours contre les décisions. Pour vous, quelle est la difficulté, quel est l'inconvénient d'avoir le même procureur? Est-ce que c'est un inconvénient ou alors est-ce que c'est pas un avantage parce que c'est quelqu'un qui a commencé à suivre le dossier dès le début et donc il a la maîtrise parfaite de tout ce qui est dit dans le dossier? Est-ce que c'est pas un avantage en même temps d'avoir le même procureur? Oui, c'est un avantage en même temps qui comporte des inconvénients comme il l'a dit. L'avantage, c'est sur le plan économique. Vous voyez, on a un nombre restreint de personnes qui essaient de tourner à l'intérieur d'une machine et ça génère des économies. Mais ce n'est pas forcément quand on parle de lutte contre de répression contre les infractions économiques, qu'est-ce qu'on doit parler d'économie? Là on est en matière pénale et en matière pénale il faut beaucoup de garanties.
Je vous donne simplement un exemple qui mérite d'être rappelé, même si ce que mon confrère a dit là, je pense qu'il y a besoin de corriger cela aussi. Prenez le fait de créer 2 chambres d'instruction. Une première chambre instruit et une seconde intervient pour contrôler la première instruction qui a été faite en amont. Ça, c'est une garantie. Vous voyez? Mais le fait qu'il a relevé là, qu'il a évoqué, le même procureur intervient à tous les niveaux, ça, c'est un problème. Vous voyez? Donc là, c'est là l'inconvénient auquel je faisais allusion tout à l'heure. Il faut séparer les fonctions pour, en tout cas, la bonne administration de la justice. Toutes les garanties doivent être prises pour que les acteurs soient indépendants à l'intérieur de la chose, en tout cas qu'ils ne défendent pas les mêmes causes, et qu'à tous les niveaux, que les principes sacro-saints d'un procès soient respectés. Je suis de sa conviction sur la question. Maintenant, quand vous prenez la façon dont la CRIEF fonctionne, je pense qu'il y a besoin d'apporter des améliorations, corriger ce qui ne va pas, parce que quand même, elle a fait quelques mois, elle a fait un temps. Tout ce qui a été observé comme dysfonctionnement, qui mérite d'être corrigé, je pense qu'il faut corriger dans l'intérêt de la justice et pour la bonne administration de la justice, en même temps respecter les droits des prévenus. Alors, vous avez parlé tantôt du rapport qui existerait entre les juges, mais également le procureur. Il y a un fait qui est une constante. Toutes les fois que les juges se prononcent sur la libération d'un certain nombre de personnes, le procureur interjette appel et on suspend la décision. Ce que je veux comprendre, est-ce que l'appel d'un procureur ou d'une partie au procès est suspensif de la décision du juge? Et est-ce que c'est dans tous les cas? Prenons le cas spécifique, par exemple, de Bill Gates et de Bill Gates pour lequel il y a eu un non-lieu et une main levée sur les avoirs et autres. Mais l'appel du procureur a suspendu la décision du juge. Et c'est le même cas pour Ibrahim Kourouma, docteur Ibrahim Kourouma, qui devait être libéré, dont la libération a été prononcée par le juge, mais l'appel du procureur a suspendu la décision. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? D'accord. Oui, la question, elle est un peu délicate, pour ne pas dire alambiquée. Pourquoi? Parce que, à mon sens, il n'y a pas de principe qui s'est dégagé en la matière. Il y a certains recours qui sont suspensifs. Et il faut déjà expliquer ça. C'est quoi l'effet suspensif d'un recours? C'est qu'une décision a été rendue. Ça peut être une ordonnance, un jugement, voilà, un arrêt ou autre. Cette décision de justice qui a été rendue, il y a une partie qui n'est pas d'accord, qui conteste et qui exerce un autre recours contre ça. Je ne vais pas forcément dire un pourvoi, mais ça peut être un appel, ça peut être un pourvoi, ça peut être une demande en révision ou autre. Donc, on arrête de mettre en œuvre, on arrête l'exécution de la première décision rendue jusqu'à ce que le juge qui a été saisi du recours, jusqu'à ce que ce juge-là se prononce sur l'affaire en question. Vous voyez, c'est ça l'effet suspensif de la chose. Mais à l'opposé de cela, il y a l'exécution provisoire d'une décision. C'est-à-dire, dans certaines matières, le juge peut demander à ce que sa décision soit exécutée ipso facto. Vous voyez, même s'il y a un recours qui est exercé. Voilà. Là, on parle de l'exécution provisoire. C'est-à-dire, les parties concernées vont mettre en œuvre la décision rendue, la décision de justice rendue, jusqu'à ce que une autre décision intervienne pour remettre cela en cause. Dans ce cas, on se fie à la nouvelle donne. Ça, c'est l'exécution provisoire. Voilà. Maintenant, dans la procédure qui est pendante, ou en tout cas qui implique la CRIEF, je ne sais pas qu'est-ce qui est érigé en principe devant la CRIEF. Est-ce que dès qu'un recours est exercé contre une ordonnance ou une décision, ça a un effet suspensif de la décision antérieurement rendue? Ou bien, dans certains cas, on peut mettre la recta ratio en avant pour dire qu'il faut exécuter provisoirement cette décision, même s'il y a un recours, et si une autre décision
intervenait contraire à la première, bon, on revient à la nouvelle donne. Ça, je ne maîtrise pas le principe qui se dégage en la matière devant la CRIEF, mais comme mon cher confrère, il a des dossiers devant cette juridiction, peut-être qu'il pourrait mieux nous élucider, en tout cas nous éclairer notre lanterne là-dessus. Maître Almami, comment ça se passe en temps normal? Est-ce que dans les tribunaux de droit commun, lorsqu'il y a appel d'une des deux parties au procès, c'est suspensif de la décision du juge? Est-ce que tel est le cas aussi au niveau de la CRIEF? Merci. Je rappelle qu'il n'y a aucune différence entre les procédures qui se passent devant les juridictions de droit commun et la CRIEF. Il n'y a aucune différence parce que la procédure qui s'applique à la CRIEF... Même si elle est spéciale. Effectivement. La procédure qui s'applique au niveau de la CRIEF, c'est le code de procédure pénale. C'est le même texte qui s'applique. Alors, il faut distinguer selon les cas. À partir de quel moment l'appel, effectivement, est suspensif ou pas. Il y a, si vous voulez, quand vous prenez, je vous donne un exemple, en matière de liberté, parce que généralement, on a l'impression que à la CRIEF, c'est quand les gens sont en prison que le procureur est en position de force. Parce qu'en général, les dossiers, il n'y a pas grand-chose. Je vous dis comme ça. Alors, quand vous prenez par exemple en matière de placement en détention provisoire, lorsque le juge d'instruction place quelqu'un en détention provisoire, l'inculpé peut faire appel. Cet appel n'est pas suspensif. Ça veut dire que lorsque tu es placé en détention, si tu fais appel, ça ne te sort pas de la prison. D'accord. Vous restez en prison malgré l'appel. Mais si vous introduisez par exemple une demande de mise en liberté et que le juge rejette cette demande de mise en liberté, vous pouvez faire appel. Vous restez également en prison. Ou bien, si le juge ordonne, à la suite de votre demande de mise en liberté, le juge ordonne votre mise en liberté, le parquet fait appel, vous restez en prison. Et ça, c'est sous le fondement de l'article 293, dernier alinéa du Code de procédure pénale qui prévoit ça. D'abord, l'article 292 dit que le parquet a le droit de relever appel de toute ordonnance rendue par le juge d'instruction. C'est-à-dire toute décision rendue par le juge d'instruction, le parquet a le droit de faire appel, ce qui n'est pas le cas des autres parties. Il y a des ordonnances, par exemple, contre lesquelles un inculpé ne peut pas faire appel. Alors, donc, voyez-vous que lorsqu'il y a placement en détention provisoire ou, par exemple, une mise en liberté qui a été ordonnée, le parquet fait appel, il y a automatiquement, si vous voulez, effet suspensif de la décision, donc la personne demeure en prison. Ça, c'est le dernier alinéa de l'article 293 qui dit qu'en cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué dans les délais et sur appel, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai imparti par le procureur. Donc, ça, c'est ces questions précises. Vous avez vu que l'article 280